Absolument rien ne m'avait préparé au moment où je suis entrée dans mon appartement parisien lors du week-end de la Saint-Valentin et que j'ai découvert des pétales de rose menant à ma chambre. Des pétales que je n'avais pas dispersés. Dans ce foyer que je partageais avec mon mari depuis 4 ans, mon vol en provenance de Lyon avait été annulé à cause de la météo, alors j'avais conduit toute la nuit au lieu de rester à l'hôtel de la conférence. J'étais épuisée, portant ma sacoche d'ordinateur et ma valise à roulettes, ne pensant qu'à me glisser dans le lit aux côtés de Julien. Nous étions ensemble depuis l'université, 8 ans au total. Il était mon refuge, mon meilleur ami, l'homme qui m'avait tenu la main pendant les traitements contre le cancer de ma mère et qui avait applaudi le plus fort quand j'avais décroché mon premier vrai poste de graphiste dans une agence de la capitale. L'appartement était silencieux quand j'ai déverrouillé la porte à 6 heures du matin. Trop silencieux. Julien aurait dû être en train de se préparer pour sa séance de sport du samedi matin. Au lieu de cela, j'ai trouvé ses clés sur le comptoir, son portefeuille à côté, et ses pétales de rose, des rouges, créant un chemin depuis le salon jusqu'au couloir. Mon cœur battait la chamade alors que je les suivais. Ce n'était pas le genre de Julien. Il était attentionné, mais jamais extravagant. Nous avions convenu de faire l'impasse sur la Saint-Valentin cette année puisque je voyageais. Alors pour qui étaient ces fleurs? J'ai vu les talons en premier. Des escarpins rouges jetés négligemment près de la porte de notre chambre. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ces chaussures. J'avais aidé ma sœur Inès à les choisir le mois dernier, la regardant essayer paire après paire aux Galeries Lafayette pendant qu'elle se plaignait que son salaire d'assistante marketing ne suffisait pas pour le style de vie qu'elle désirait. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû partir. Au lieu de cela, je l'ai poussé avec des mains tremblantes. Il dormait. Le bras de Julien était posé sur l'épaule nue de ma sœur. Ses cheveux bruns étaient étalés sur mon oreiller. L'oreiller sur lequel j'avais dormi seulement 2 nuits auparavant. Des coupes de champagne vides trônaient sur les 2 tables de chevet. Ma table de chevet, le sac à main de luxe d'Inès, celui qu'elle avait acheté malgré ses prétendues contraintes budgétaires, était accroché à la chaise de mon bureau. J'ai dû faire un bruit, un soupir, un sanglot, quelque chose car les yeux d'Inès se sont ouverts brusquement. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique traverser son visage. Puis, incroyablement, cela s'est transformé en autre chose. De la défiance, presque comme si elle attendait d'être découverte. « Chloé » a-t-elle dit, ne prenant même pas la peine de se couvrir avec mes draps. « Tu es rentrée tôt. » Julien s'est réveillé alors, la confusion laissant place à l'horreur quand il a réalisé ce qui se passait. « Chloé, ce n'est pas. » Ce n'est pas quoi? Ma voix sonnait creux, comme si elle venait du corps de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi en train de coucher avec ma sœur dans notre lit. Ce n'est pas toi couvrant notre sol de pétales de rose pour elle. Il s'est redressé, cherchant son caleçon. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Elle est enceinte, a dit Inès de façon monocorde, se redressant elle aussi. Aucune honte, aucune larme, juste ce même regard défiant. Je suis enceinte, Chloé. De l'enfant de Julien. La pièce a tangué. Je me suis accrochée au cadre de la porte pour ne pas tomber. Quoi? 3 mois. Elle a posé une main sur son ventre encore plat, un geste si possessif qu'il m'a donné envie de hurler. Nous allions te le dire. Nous avions juste besoin de trouver le bon moment. Le bon moment. Le bon moment pour m'annoncer que mon mari avait mis ma petite sœur enceinte. J'ai regardé Julien, cherchant sur son visage l'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me chérir. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Depuis combien de temps? Et je réussis à demander. Est-ce que cela a de l'importance? Inès a balancé ses jambes sur le côté du lit, mon lit, et a commencé à ramasser ses vêtements. Elle bougeait avec une confiance si décontractée, comme si elle s'était habillée dans cette pièce 100 fois auparavant. Peut-être était-ce le cas. Écoute Chloé, ce n'est pas personnel. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé. J'ai répété ces mots, goûtant leur absurdité. C'est arrivé de façon répétée pendant des mois.
Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour aider à payer le master en gestion de Julien, pendant que je m'occupais de sa mère après son opération de la hanche, pendant que je planifiais notre avenir. C'est exactement le problème, a dit Inès, enfilant une robe rouge que je n'avais jamais vue. Tu es toujours en train de t'occuper de tout le monde. Julien a besoin de quelqu'un qui le fait passer en priorité. Quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui séduit le mari de sa sœur. Elle a tressailli à ces mots, mais à peine. Je suis désolée que tu sois blessée. Je le suis vraiment. Mais Julien et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous voulons les mêmes choses. La belle maison, l'abonnement au club de golf, les bons cercles sociaux. Tu as toujours été satisfaite de peu. J'ai de nouveau regardé mon mari. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que tu veux? Il a enfin rencontré mes yeux. Et ce que j'y ai vu a brisé quelque chose de fondamental en moi. De la culpabilité, certes, mais aussi du soulagement. Comme s'il avait attendu ce moment pour avoir la permission de ne plus faire semblant. Je l'aime Chloé, a-t-il chuchoté. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est le cas. Et le bébé, je ne peux pas simplement abandonner mon enfant. Mais tu peux m'abandonner moi. Ce n'est pas comme ça. Sortez. Ma voix était stable maintenant. Froide. Sortez tous les deux de mon appartement. En fait, a commencé Julien. Mon nom est aussi sur le bail. J'ai hurlé sortez. Le cri venait de quelque part de viscéral. J'ai saisi le sac à main d'Inès et je l'ai jeté dans le couloir. Sortez avant que j'appelle la police pour leur dire que vous êtes ici sans autorisation. Ils sont partis. Inès a récupéré ses chaussures et son manteau tandis que Julien enfilait ses vêtements de la veille. Tous deux bougeaient avec une efficacité pressée. Je me suis tenue dans le couloir et je les ai regardés partir. La main d'Inès cherchant celle de Julien alors qu'il attendait l'ascenseur. Même là, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle s'est penchée contre lui, marquant son territoire. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées, je suis retournée dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte, et j'ai systématiquement détruit chaque pétale de rose que je pouvais trouver. Je les ai balayés dans des sacs poubelles, j'ai récuré les sols, j'ai dépouillé le lit et j'ai jeté les draps dans le vide-ordures. Puis, je me suis assise sur mon matelas nu et je me suis laissé m'effondrer. J'ai appelé ma meilleure amie, Léa. Elle est arrivée en moins d'une heure, encore en pyjama, apportant du café et des viennoiseries que je ne pouvais pas avaler. Elle m'a tenue pendant que je pleurais. Elle n'a rien dit de stupide comme tu t'en remettras ou tout arrive pour une raison. Elle m'a juste serré fort. Qu'est-ce que je fais? Et je finis par demander. D'abord, a dit Léa, tu appelles un avocat. Aujourd'hui, tout de suite. Je l'ai fait. À midi, j'avais un rendez-vous prévu pour le lundi matin. Le soir même, j'avais changé les serrures, peu importe le nom de Julien sur le bail. À minuit, j'avais emballé chaque objet qui me rappelait lui dans des cartons et je les avais laissés dans le local de stockage de l'immeuble. Je pensais que c'était le pire. Je me trompais. Une semaine plus tard, la mère de Julien, Catherine, a convoqué une réunion de famille pour discuter de la situation. Elle a dit comme des adultes. Je ne voulais pas y aller. Léa m'a pratiquement supplié de ne pas le faire, mais une part stupide de moi pensait que peut-être que c'était là qu'il s'excuserait, que Catherine serait horrifiée par la trahison de son fils et se rangerait de mon côté, que mes propres parents défendraient leur fille. La réunion avait lieu dans un restaurant que j'avais toujours adoré, une brasserie chic près de la place de l'Étoile où Julien et moi fêtions notre anniversaire chaque année. Catherine avait réservé un salon privé. Quand je suis entrée, ils étaient tous déjà là. Julien et Inès étaient assis ensemble, la main d'Inès posée sur la légère courbe de son ventre. Catherine siégeait en bout de table comme une matriarche présidant un tribunal, et mes parents, ma propre mère et mon père, étaient assis en face d'eux, l'air mal à l'aise, mais résignés. Pas choqués, pas en colère. Résignés. Chloé, merci d'être venue, a commencé Catherine comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Assieds-toi, je te prie. Je suis restée debout. Qu'est-ce que c'est que ça?
Nous devons discuter de l'avenir, a continué Catherine. L'avenir de Julien et Inès, et le tien. Mon avenir. Oui. Catherine a croisé ses mains sur la table, des mains que j'avais tenues après son opération. Des mains que j'avais aidées pour ses exercices de rééducation parce que Julien était trop sensible. Je vais être franche, Chloé. Cette situation n'est pas idéale, mais nous devons la gérer avec maturité. Inès porte mon petit-fils. Cela devient la priorité. La priorité sur quoi? J'ai regardé mes parents. Est-ce que vous entendez ça? Mon père cesse de racler la gorge. Chloé, ma puce, peut-être devrais-tu t'asseoir. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux que quelqu'un m'explique pourquoi nous avons une réunion sur mon mari qui m'a trompée comme s'il s'agissait d'une négociation de fusion. Parce que cela affecte tout le monde, a dit Catherine sèchement. Julien et Inès prévoient de se marier. Évidemment, cela signifie que toi et Julien devez divorcer rapidement et discrètement. J'aiderai pour les frais juridiques si nécessaire. Je ne veux pas que cela s'éternise et crée des ragots hideux. La pièce s'est mise à tourner. Tu vas aider pour les frais juridiques. Quelle générosité. J'essaie d'être pratique, a poursuivi Catherine. Inès est mieux adaptée pour être l'épouse de Julien. Elle est ambitieuse, socialement compétente, et franchement, elle soigne mieux son apparence. Tu es une charmante fille, Chloé, mais tu as toujours été plus effacée. Julien a besoin de quelqu'un qui le hissera professionnellement et socialement, quelqu'un de plus fort. Ma mère a tressailli à ces mots, mais elle n'a pas parlé. Inès, je me suis tournée vers ma sœur. Tu vas vraiment rester assise là et la laisser parler de moi comme ça? Inès a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Chloé, je sais que tu es blessée. Ah bon? Tu sais ce que ça fait d'avoir sa propre sœur, sa propre chair, qui te trahit. D'avoir son mari qui te trahit. D'avoir tout le monde dans cette pièce qui agit comme si j'étais le problème parce que je n'accepte pas cela avec grâce. Nous ne disons pas que tu es le problème, a tenté mon père. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde ou ce qui est le plus facile pour vous. Je l'ai regardé attentivement pour la première fois. Vraiment regardé. Il avait vieilli depuis que je l'avais vu 2 mois plus tôt. Perdu du poids. Et ma mère ne cessait de lancer des regards à Catherine avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Soudain, j'ai compris. Elle a quelque chose contre vous, n'est-ce pas? Catherine. Le silence a été une confirmation suffisante. Catherine a souri, froide et satisfaite. Tes parents ont eu des difficultés financières l'année dernière. Les factures médicales du traitement de ta mère, le prêt immobilier, leur entreprise qui battait de l'aile. Je les ai aidés généreusement. Je détesterais avoir à réclamer ces remboursements maintenant, mais la dynamique familiale peut être compliquée quand les obligations ne sont pas remplies. Elle avait acheté le silence de mes parents, acheté leur complicité dans ce cauchemar. Chloé, a dit doucement Julien, je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. Mais Inès et moi, nous nous complétons, et tu mérites quelqu'un qui t'aime comme tu le mérites. Je ne suis pas cette personne. J'aurais dû être honnête plus tôt. Tu aurais dû être honnête. J'ai ri et le son semblait dément, même à mes propres oreilles. Tu as raison. Tu aurais dû être honnête avant de m'épouser. Avant que je passe 4 ans à te soutenir, avant que j'aide à payer ton master, avant que je soigne ta mère alors que tu étais trop occupée par tes cours. Tu aurais dû être honnête avant de détruire toute ma vie. Ça suffit, Catherine cesse de lever, sa voix tranchante d'autorité. Tu es hystérique. C'est exactement pourquoi Julien a besoin de quelqu'un de plus posé, de plus mature. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. Julien, qui ne pouvait pas croiser mon regard, Inès, qui étudiait sa manucure. Catherine, rayonnante de satisfaction glaciale. Mes parents, piégés et silencieux. J'ai fini ici, et je dis. Julien, tu entendras parler de mon avocat. Inès, j'espère que tu auras tout ce que tu penses mériter. Catherine, félicitations pour ton petit-fils. J'espère qu'il héritera de ta boussole morale. Je me suis tournée vers mes parents. Et vous aussi.
J'espère que ce qu'elle vous a payé valait la dignité de votre fille. Je suis sortie de ce restaurant et je ne me suis pas retournée. Les 3 mois suivants ont été un flou d'avocats, de partage de biens et de séances de pleurs nocturnes avec Léa. Julien m'a combattu sur tout, l'appartement, le compte d'épargne, même les cadeaux de mariage que nous avions reçus. Son avocat m'a peinte comme une femme amère et vindicative. Mon avocat était compétent, mais cher, dévorant mes économies plus vite que je ne pouvais les reconstituer. Finalement, j'ai obtenu l'appartement et la moitié de nos économies, environ 7 000 € après les frais juridiques. Julien a pu garder sa conscience sans culpabilité et sa petite amie enceinte. Catherine a eu sa belle-fille parfaite, et mes parents ont pu garder leur maison. J'ai eu ma liberté, bien que je ne me sois pas sentie libre. Je me sentais vide. Léa m'a trouvée assise sur le sol de mon appartement vide un soir, entourée de lettres de refus d'emploi. L'agence de design où je travaillais m'avait licenciée, restructuration, disait-il. Mais je connaissais la vérité. Catherine avait des relations. Un mot de sa part dans les bons cercles. Et soudain mon portfolio n'était plus assez bon. Mon travail plus assez frais. Tu dois partir, a dit Léa, s'asseyant à côté de moi. Je sais. Je ne peux plus me permettre cet endroit de toute façon. Non, je veux dire quitter Paris. Toute cette ville est toxique pour toi maintenant. Tu as besoin d'un nouveau départ quelque part. Là où ils ne peuvent pas t'atteindre. Où pourrais-je bien aller? Elle a sorti son ordinateur et a commencé à faire défiler les pages. Mon ancienne colocataire vit à Bordeaux. Elle dit que la scène tech explose là-bas. Des tonnes de start-up embauchent des créatifs. Le coût de la vie est un peu moins étouffant et c'est à des centaines de kilomètres de tout ça. Bordeaux. Je n'y étais jamais allée. Je n'en savais rien à part le vin et les images de magazines. Mais Léa avait raison. Je ne pouvais pas reconstruire ma vie à Paris. Chaque coin de rue contenait des souvenirs. Chaque restaurant était un endroit où Julien et moi avions fêté quelque chose. Chaque rue me rappelait les dîners de famille avec des gens qui avaient choisi l'argent plutôt que moi. 2 semaines plus tard, j'ai chargé ma Renault Clio avec tout ce que je n'avais pas pu vendre ou donner. Des vêtements, mon ordinateur, mon matériel de design et un carton d'album photo que je ne pouvais pas encore me résoudre à regarder. Léa se tenait dans mon appartement vide et m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. « Tu vas être incroyable », a-t-elle chuchoté. « Tu vas tous leur montrer. » Je ne veux rien leur montrer. Je veux juste oublier qu'il existe. C'est encore mieux, la meilleure vengeance c'est de ne pas avoir besoin de vengeance. Le trajet jusqu'à Bordeaux a pris plusieurs heures. Je me suis arrêtée pour dormir dans ma voiture, trop épuisée pour chercher un hôtel, trop engourdie pour me soucier du confort. Quand j'ai enfin vu le panneau d'entrée de la ville de Bordeaux, je me suis garée et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse cette fois. Des larmes de peur. Qu'est ce que je suis en train de faire? Des larmes de peur, mais aussi d'espoir. J'ai trouvé un studio dans un quartier appelé Saint-Michel. C'était minuscule avec un vieux radiateur qui faisait du bruit et une cuisine à peine plus grande qu'un placard. Mais c'était à moi, rien qu'à moi. Aucun souvenir partagé, aucun fantôme. Mais 7 000 € ne dureraient pas longtemps, alors j'ai travaillé. Dieu, comme j'ai travaillé. J'ai décroché une équipe du matin dans un café branché, préparant des lattes pour la foule du petit déjeuner. L'après-midi, je parcourais la ville avec mon portfolio, essayant de convaincre les entreprises locales d'embaucher une graphiste avec un accent parisien et aucune relation bordelaise. Le soir, je hantais les espaces de coworking avec un bon Wi-Fi, prenant des missions sur des plateformes de freelance, des logos, des faire-part de mariage, des cartes de visite, tout ce qui payait. La première année a été brutale. Je vivais de pâtes et de légumes bradés. Je portais la même rotation de 3 tenues professionnelles à chaque entretien. Je pleurais presque tous les soirs, épuisée et seule et terrifiée d'avoir fait une erreur massive. Mais lentement, si lentement que je ne l'ai presque pas remarqué, les choses ont commencé à changer. Une boutique locale m'a engagée pour refaire leur identité visuelle. La propriétaire a adoré, m'a recommandé à 3 autres entreprises. Ses clients m'ont recommandé à d'autres.
En 6 mois, je gagnais assez avec mon travail de freelance pour quitter le café. Un de mes clients a mentionné une formation intensive en codage. Si tu peux le dessiner, imagine ce que tu pourrais faire si tu pouvais aussi le construire. J'étais sceptique. Je n'avais jamais été particulièrement technique, mais j'ai suivi un cours d'introduction gratuit sur un coup de tête et quelque chose à cliquer. La logique de la chose, la résolution de problèmes, la façon dont on pouvait créer quelque chose à partir de rien avec juste son esprit et un ordinateur. J'ai postulé à un programme intensif de 12 semaines, j'ai été accepté avec une bourse partielle et je me suis jeté à corps perdu dans l'apprentissage. C'est là que j'ai rencontré Maxime Lefebvre. Maxime était mon partenaire de code pour notre projet final. Il venait de Lyon, avait un passé dans la finance et se reconvertissait dans la tech après avoir fait un burn-out dans une grande banque. Nous étions tous deux plus âgés que la plupart de nos camarades, tous deux fuyant quelque chose, tous deux déterminés à construire quelque chose de nouveau. Nous avons cliqué immédiatement, pas de façon romantique, pas au début. Nous étions juste deux personnes qui comprenaient l'ambition et la perte et le besoin désespéré de prouver que nous pouvions renaître de nos cendres. Notre projet final était une plateforme de branding qui utilisait l'intelligence artificielle pour générer des éléments de design personnalisés. C'était un peu bancal et il y avait 1 millier de bugs, mais le concept était solide. Nos instructeurs ont adoré. Plus important encore, une investisseuse assistant à notre journée de démonstration a adoré. Que faudrait-il pour transformer cela en une véritable entreprise, nous a-t-elle demandé. Maxime et moi nous sommes regardés. Aucun de nous n'avait la réponse. Mais cette nuit-là, autour de tapas bon marché et de bières encore moins chères, nous avons décidé de le découvrir. Les 2 années suivantes ont été un tourbillon de réunions de présentation, de développement de prototypes, de négociations avec les investisseurs et d'apprentissage pour devenir des chefs d'entreprise plutôt que des employés. Nous avons appelé l'entreprise l'empreinte numérique. Maxime s'occupait du développement technique et des opérations commerciales. Je dirigeais la création et les relations clients. Nous avons beaucoup échoué. Notre premier lancement de produit a été un désastre. Nous avons failli manquer de financement 2 fois. Maxime et moi avons eu des disputes hurlantes sur les priorités des fonctionnalités et la direction de l'entreprise. Mais nous avons continué. Lentement, l'empreinte numérique a trouvé ses marques. Nous avons décroché notre premier client majeur, une chaîne de magasins de taille moyenne cherchant à rafraîchir son identité. Puis un autre, puis un autre. À la 3e année, nous avions 15 employés et venions de conclure une importante levée de fonds. À la 4e année, nous avions été rachetés par une plus grande plateforme de marketing. Maxime et moi avons négocié pour rester à la tête de notre division avec des parts importantes dans la société. Le rachat n'a pas seulement assuré notre avenir financier, il a fait de nous des acteurs majeurs de la scène tech bordelaise. C'est ainsi que 5 ans après avoir chargé tout ce que je possédais dans ma Renault et fui Paris, je me suis retrouvé dans la salle de bal d'un hôtel, regardant une liste d'invités pour le gala de la Tech de Bordeaux, et voyant le nom de Julien Chenal sur la liste des prestataires. Mon assistante l'avait signalé pour moi. Dois-je les contacter et annuler leur invitation? Dire qu'il y a un conflit d'intérêts. J'ai fixé le nom de Julien pendant un long moment. Julien Chenal, responsable des ventes, solutions technologiques pour prestataires. Même pas à un poste de direction, juste au milieu de l'échelle. Exactement là où il était 5 ans plus tôt, juste dans une ville différente. Non, et je dis finalement. Laisse. C'est très bien. C'était plus que bien. C'était parfait. Le gala était l'événement le plus important de l'année pour l'empreinte numérique. Nous étions le sponsor principal, accueillant 300 membres de l'élite technologique de Bordeaux pour collecter des fonds pour l'éducation au codage dans les écoles défavorisées. La cause me tenait à cœur. J'avais bénéficié de cette bourse et je voulais que d'autres aient la même chance. Je portais une robe bleu nuit qui avait coûté plus cher que mon premier mois de loyer à Bordeaux. Mes cheveux étaient coiffés professionnellement, mon maquillage était impeccable. J'avais l'air de réussir parce que je réussissais. Plus important encore, je me sentais accompli. J'avais construit cela sans l'aide ni l'approbation de personne, mais par ma propre détermination.
Maxime m'a rejointe à l'entrée de la salle, très élégant dans son smoking. Nous nous étions rapprochés au fil des ans, notre partenariat devenant quelque chose qui pourrait éventuellement devenir une romance, mais nous étions tous deux trop concentrés sur l'entreprise pour précipiter les choses. Nous avions le temps. Prête à charmer quelques millionnaires pour qu'ils nous donnent leur argent, a-t-il demandé. Toujours prête. La soirée a commencé parfaitement. Discours, réseautage, toast au champagne. Je gérais la salle comme si j'avais fait cela toute ma vie alors que j'avais dû regarder des vidéos sur l'étiquette des galas seulement 2 ans auparavant. Je discutais avec un investisseur potentiel quand je les ai vus arriver. Julien est entré le premier, l'air mal à l'aise dans un costume qui ne lui allait pas tout à fait bien. Il avait pris du poids, perdu quelques cheveux, mais c'était Inès que je ne pouvais pas m'empêcher de fixer. Elle était toujours belle objectivement. Elle le serait toujours, mais il y avait quelque chose de fatigué chez elle. Usée. La robe de créateur qu'elle portait datait de la saison passée. Et elle serrait le bras de Julien avec une possessivité qui ressemblait plus à de l'insécurité qu'à de l'affection. Un enfant marchait entre eux, une petite fille d'environ 4 ans, en robe rose et chaussures en cuir verni. Ma nièce, le bébé qui avait détruit mon mariage avant même que je sache qu'elle existait. J'ai regardé Inès scanner la pièce, son regard dédaigneux et ennuyé jusqu'à ce qu'il s'arrête sur la scène où mon nom était affiché en lettres géantes présentées par elle empreinte numérique, fondée par Chloé Martinez et Maxime Lefebvre. Son visage est devenu blanc, complètement, absolument blanc. Elle a saisi le bras de Julien, lui a chuchoté quelque chose d'urgent. Il a levé les yeux vers la bannière, et j'ai vu la réalisation le frapper en temps réel. Sa bouche s'est littéralement ouverte. J'aurais pu les approcher, j'aurais pu jubiler. Au lieu de cela, je suis retournée à ma conversation avec l'investisseur, riant de quelque chose qu'il avait dit, complètement à l'aise dans mon élément. Laisse-les venir à moi. Ils ne l'ont pas fait, pourtant. Pas au début. Ils ont essayé de se fondre dans la foule. Inès tirant Julien vers le bar dans le coin le plus éloigné de la scène, mais la salle n'était pas si grande et finalement nos cercles se sont croisés. Je parlais à un groupe de fondateurs de start-up quand Inès s'est matérialisée à mes côtés. Chloé. Sa voix était serrée. Je n'avais pas réalisé que tu serais ici. Je me suis tournée, laissant la surprise traverser mon visage comme s'il s'agissait d'une rencontre fortuite et non de mon événement. Inès, Julien, quel petit monde. Julien avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Chloé, tu as l'air superbe. Vraiment superbe. Merci. Vous avez l'air d'aller bien vous aussi. J'ai jeté un coup d'œil à la petite fille accrochée à la jambe d'Inès. Et ce doit être votre fille. Comment s'appelle-t-elle? Olivia, a dit Inès froidement. Elle est magnifique. Je le pensais vraiment. L'enfant n'avait rien à voir avec les choix de ses parents. Quel âge a-t-elle? 4 ans. La mâchoire d'Inès était si serrée que j'étais surprise qu'elle puisse parler. Je ne savais pas que tu étais à Bordeaux. Depuis 5 ans maintenant. La meilleure décision que j'ai jamais prise. 5 ans, a répété Julien comme s'il faisait un calcul mental. Donc tu as déménagé juste après. Juste après le divorce. Oui. Un nouveau départ. J'ai souri. Un sourire facile et sincère. Cela a remarquablement bien fonctionné. Je vois ça. Inès a regardé autour de la salle comme si elle répertoriait chaque détail coûteux. Alors, tu es quoi maintenant? Tu organises des fêtes. Inès, la voix de Julien contenait une note d'avertissement. Je suis cofondatrice et directrice de la création de Elle Empreinte Numérique, et je dis agréablement. Nous sommes le sponsor principal ce soir. Nous collectons des fonds pour des bourses de codage. En fait, j'en ai bénéficié d'une quand je suis arrivée ici, et je voulais rendre l'appareil. L'expression d'Inès a laissé passer quelque chose de laid et d'envieux qu'elle a rapidement masqué. Comme c'est noble de ta part. C'est aussi une bonne affaire. Investissement dans l'éducation, construction d'une communauté, visibilité de la marque. Tout le monde est gagnant. Maxime est apparu à mes côtés à ce moment-là, 2 coupes de champagne à la main.
Chloé, le directeur du programme veut discuter de la remise du chèque. Oh, désolé. Est-ce que j'interromps quelque chose? Pas du tout. Maxime Lefebvre, je te présente Julien Chenal et Inès Martinez. Nous nous connaissions à Paris. Maxime leur a serré la main poliment. Aucune reconnaissance sur son visage. Je lui avais parlé de mon passé, mais en termes vagues. Il savait qu'il y avait eu une trahison, mais pas les détails, pas les noms. Chenal et Martinez, a dit Maxime. Y a-t-il un lien de parenté entre vous? Je suis la sœur de Chloé, a dit Inès, insistant sur le lien comme s'il signifiait encore quelque chose. Et Julien est mon ex-mari, et je ajoutais joyeusement. Ils se sont mariés après notre divorce. Le monde est petit, non. Les yeux de Maxime se sont légèrement agrandis. La seule indication qu'il faisait le rapprochement, mais son expression est restée professionnellement neutre. En effet. Eh bien, j'espère que vous passez une bonne soirée. La vente aux enchères silencieuses propose d'excellents articles si vous êtes intéressé. Il m'a tendu une coupe de champagne et nous avons commencé à nous éloigner, mais la voix d'Inès m'a arrêté. Chloé, attends. Elle semblait presque désespérée maintenant. Pourrions-nous parler en privé? J'ai envisagé de refuser. J'avais tous les droits de refuser, mais la curiosité l'a emporté. Bien sûr. Il y a un couloir à l'extérieur de la salle. Nous nous sommes éloignés de la foule. Inès vibrait pratiquement de tension. Que veux-tu? ai je demandé. J'ai besoin de savoir. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu fini ici alors que nous? Elle s'est interrompue. Alors que vous quoi? Julien est au même niveau depuis 3 ans, a-t-elle dit amèrement. Nous pouvons à peine payer l'école maternelle d'Olivia. Mes parents ont dû co-signer notre prêt immobilier parce que notre crédit est au maximum. Et toi, tu organises des galas et tu diriges des entreprises, sa voix s'est brisée. Comment? J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée pour la première fois en 5 ans. Elle avait 30 ans maintenant. Elle aurait dû être dans la fleur de l'âge, mais elle semblait épuisée, vaincue. J'ai travaillé, et je dis simplement. J'ai quitté Paris avec 7 000 € et le cœur brisé. J'ai cumulé 2 emplois. J'ai appris à coder. J'ai pris des risques. J'ai construit quelque chose. Mais tu as eu de l'aide, non? Quelqu'un a dû t'aider. Non. Pas d'argent de famille, pas de relations, pas de mari pour me soutenir, juste moi, mes compétences, et beaucoup de pâtes très bon marché. Inès a ri, mais cela ressemblait à un sanglot. Pendant ce temps, j'ai épousé Julien en pensant qu'il irait loin. C'est ce que Catherine avait promis, qu'il serait vice-président à 30 ans, que nous aurions la maison et la vie de rêve. Et elle a regardé en arrière par la porte son mari qui tenait maladroitement Olivia alors qu'elle s'agitait. Elle s'est trompée sur tout, sur lui, sur le fait que je serais mieux pour lui, sur le fait que j'étais forte. Inès a tressailli. Elle a dit que tu ne serais jamais rien, que tu étais trop douce, trop peu ambitieuse, que j'étais la belle-fille qu'elle méritait, et au lieu de cela, je suis la belle-fille piégée par les dettes et la déception alors que toi, tu es libre. Ne fais pas ça. Sa voix était tranchante. Ne fais pas comme si tu étais meilleure que moi. Je ne suis pas meilleure que toi, Inès. J'ai juste fait des choix différents. Quand mon monde s'est effondré, j'ai décidé d'en construire un nouveau au lieu d'essayer de voler celui de quelqu'un d'autre. Elle a encaissé cela, des larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé. Je suis désolée. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. J'avais 25 ans et j'étais stupide, et Catherine m'a dit, elle a dit que tu ne savais pas apprécier Julien, que tu le freinais, que je rendrais service à tout le monde. Je l'ai cru parce que je voulais la croire. L'as-tu aimé? L'as-tu vraiment aimé un jour? Je ne sais pas. Elle a essuyé ses yeux. Je pensais que oui. Maintenant, je pense que j'aimais juste l'idée de gagner, d'être la sœur mignonne, celle qui réussit, la préférée pour une fois. Elle a ri amèrement. Regarde où ça m'a menée. Inès, non, ça va. J'ai fait mon lit, n'est-ce pas littéralement. Elle s'est redressée,
a essayé de se reprendre. Je devrais y retourner. Julien est nul avec Olivia quand elle est fatiguée. Elle a commencé à partir, puis s'est retournée. Chloé, je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais nos parents, ils ont remboursé Catherine il y a 2 ans, ils ont vendu leur entreprise pour le faire. Ils ont essayé de te joindre plusieurs fois. J'avais bloqué leur numéro après la réunion au restaurant, renvoyé leurs lettres sans les ouvrir. Je sais. Ils sont désolés. Vraiment désolés. Catherine a fait toute cette manipulation financière et ils ne savaient pas comment la combattre. Ils se noyaient et elle leur a jeté une corde avec des conditions. Ils se sont choisis eux-mêmes au lieu de moi. Ils l'ont fait. Et ils le regrettent chaque jour depuis. Inès a hésité. Je ne dis pas que tu dois leur pardonner. Dieu sait que je ne me pardonnerais pas si nos positions étaient inversées. Mais ils t'aiment. Ils n'ont jamais cessé de t'aimer. Elle m'a laissé là dans ce couloir. 5 ans de colère et de blessures tourbillonnant en moi. Je ne suis pas retournée au gala immédiatement. Je suis restée là, essayant de digérer la conversation, essayant de comprendre ce que je ressentais. Finalement, Maxime m'a trouvée. Ça va, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Peut-être. Probablement. Tu veux en parler? Plus tard. Pour l'instant, j'ai un discours à prononcer et des chèques à remettre. J'ai pris le bras qu'il m'offrait. Allons changer la vie de quelques enfants. Le discours s'est parfaitement déroulé. J'ai raconté mon histoire, la version abrégée. Rien sur la trahison, juste sur les deuxièmes chances et la bourse de codage qui a changé ma trajectoire. J'ai présenté un chèque de 50 000 € pour le programme d'éducation. La salle a éclaté en applaudissements. De la scène, je pouvais voir Julien et Inès vers le fond. Inès pleurait à nouveau, mais silencieusement. Julien tenait Olivia, qui s'était endormie sur son épaule. Ils avaient l'air petits, ordinaires, pas les méchants de mes cauchemars, juste 2 personnes qui avaient fait des choix égoïstes et qui vivaient avec les conséquences. Je ne ressentais rien, ni triomphe, ni désir de vengeance, juste un engourdissement doux et reconnaissant. Après le gala, Maxime et moi nous sommes assis dans sa voiture sur le parking désert. « Est-ce que tu vas me dire de quoi il s'agissait » a-t-il demandé. Alors, je lui ai tout raconté. Paris, la trahison, la grossesse, la manipulation de Catherine, la faiblesse de mes parents, les 5 années de reconstruction. Quand j'ai fini, Maxime est resté silencieux un long moment, et j'ai demandé alors rien. C'est ton passé. Il a fait un geste vers la salle, vers Bordeaux, vers la vie que nous avions construite. C'est ton présent, ton futur si tu le veux. Et si mon passé continue de réapparaître? Alors nous le gérerons ensemble. Mais Chloé, tu ne leur dois rien. Ni pardon, ni conclusion, ni explication. Ils ont renoncé à leurs droits sur ton énergie quand ils se sont choisis eux-mêmes. Et mes parents. Inès a dit qu'ils avaient remboursé Catherine, qu'ils essayaient de me joindre. C'est ta décision, mais prends-la pour toi, pas parce que tu penses leur devoir quoi que ce soit. J'ai posé ma tête contre son épaule. Quand es-tu devenue si sage? J'ai une partenaire commerciale très intelligente. Elle m'a beaucoup appris. J'ai pensé à mes parents au cours des semaines suivantes. J'ai pensé aux appels téléphoniques que j'avais ignorés, aux lettres que j'avais brûlées sans les ouvrir. Je me suis souvenu de ma mère me tenant la main pendant ses séances de chimiothérapie, de mon père m'apprenant à faire du vélo, de toutes les années avant que tout ne s'effondre. Je me suis aussi souvenu de leur silence dans ce restaurant, de leur résignation, de la façon dont ils avaient choisi la stabilité financière plutôt que de défendre leur fille. Finalement, je leur ai écrit une lettre. Pas une longue lettre, juste je suis vivante. Je vais bien. Je réussis. Quand je serai prête à parler, je vous contacterai. D'ici là, merci de respecter mon besoin d'espace. Je ne leur ai pas pardonné. Mais je n'ai pas non plus complètement fermé la porte. Peut-être qu'un jour je l'ouvrirai plus grand. Peut-être pas. Dans tous les cas, ce serait mon choix, fait en mon temps. Quant à Julien et Inès, je ne leur ai plus jamais parlé après cette nuit-là.
J'ai appris par des connaissances communes qu'ils étaient retournés à Paris moins d'un an plus tard. Julien a pris un emploi dans l'entreprise de son beau-père. Ils ont eu un autre enfant. Catherine a fini par emménager dans leur maison d'amis. Toujours en train de manipuler, toujours en train de contrôler. La meilleure vengeance n'était pas de les voir galérer. C'était de ne plus se soucier du tout de savoir s'ils galéraient ou non. 2 ans après le gala, Maxime m'a demandé en mariage. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Bordeaux, entourés de la famille que nous avions choisie, d'amis, de collègues, de la communauté que nous avions bâtie ensemble. Léa était ma demoiselle d'honneur, arrivant de Paris avec des histoires sur la façon dont toute la ville parlait encore de cette fille qui était partie et qui avait réussi gros dans la tech. « Tu es une sorte de légende », a-t-elle dit. L'histoire que les mères racontent à leurs filles pour qu'elles ne se contentent pas de peu. Je ne suis pas une légende. Je suis juste quelqu'un qui a refusé d'accepter moins que ce que je méritais. Exactement. C'est ce qui te rend légendaire. 3 ans après cela, l'empreinte numérique est entrée en bourse. Maxime et moi avons sonné la cloche d'ouverture, regardant le symbole de notre entreprise défiler sur les écrans du monde entier. J'ai pensé à la moi de 28 ans pleurant sur le sol d'un appartement parisien vide, certaine que sa vie était finie. J'aurais aimé pouvoir lui dire que ce n'était pas fini. Que ça ne faisait que commencer, et que ce serait tellement mieux que tout ce que tu as perdu. Cette nuit-là, Maxime et moi nous sommes assis sur notre balcon surplombant le centre-ville de Bordeaux, buvant un vin qui coûtait plus cher que mon premier mois de loyer. Des regrets, a-t-il demandé. Aucun. Pas même les moments douloureux. Ils ont fait de moi celle que je suis. C'est très zen de ta part. Je suis sérieuse. Si Julien ne m'avait pas trahi, je serais encore à Paris à concevoir des logos pour de petites entreprises, mariée à un homme que j'aimais, mais qui ne m'a jamais assez aimé. Je serais installée confortablement et en sécurité, mais totalement inaboutie. Donc, tu es en train de dire que l'infidélité de ton ex-mari est la meilleure chose qui te soit arrivée. J'ai réfléchi à cela. Non. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir choisi de partir, d'avoir choisi de reconstruire. D'avoir choisi de croire que je valais plus que ce qu'il disait. J'ai levé mon verre aux deuxièmes chances. Aux deuxièmes chances, a répété Maxime. Et au courage de les saisir. Nous avons trinqué alors que l'horizon de Bordeaux scintillait devant nous, plein de possibilités et de promesses et de la vie que j'avais construite à partir des cendres. J'étais arrivée ici avec 7 000 € et un cœur brisé. J'avais laissé derrière moi une famille qui m'avait laissé tomber, un mari qui m'avait trahi et une sœur qui avait fait le mauvais choix. Mais j'avais trouvé quelque chose de mieux. Je m'étais trouvée moi-même, et cela valait plus que n'importe quelle vengeance. Cette histoire nous rappelle que la fin d'un chapitre, aussi brutale soit-elle, n'est pas la fin du livre. La trahison de Chloé par les personnes les plus proches de son cœur est un rappel poignant que parfois, la vie doit nous briser pour que nous puissions nous reconstruire de manière plus forte et plus authentique. Son courage de quitter Paris pour Bordeaux, de passer d'un métier créatif à la maîtrise du code, et de transformer sa douleur en une entreprise florissante est une véritable inspiration. Souvent, nous restons bloqués dans des situations médiocres par peur de l'inconnu, mais comme le montre Chloé, le véritable risque est de ne pas en prendre. La confrontation finale au gala montre également que la plus grande réussite n'est pas de voir les autres échouer, mais d'atteindre un stade où leur existence n'impacte plus notre bonheur. Chloé ne cherche pas à humilier Julien ou Inès, sa réussite parle d'elle-même. Sa décision concernant ses parents montre une maturité incroyable. Le pardon n'est pas une obligation, c'est un chemin personnel qui se parcourt à son propre rythme. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Chloé ? Auriez-vous trouvé la force de tout recommencer dans une nouvelle ville ou auriez-vous essayé de sauver ce qui restait de votre vie à Paris ? Pensez-vous que le succès soit la meilleure des vengeances ? Partagez vos réflexions en commentaire.